J'étais à la station essence avec mon père, je reçois l'appel et à un moment, avec mon père, la fierté qu'il a eue dans ses yeux, c'était le début du projet de hockey de haut niveau et c'est vrai que ça me restera marqué toute ma vie, quoi. Salut à toutes et à tous, je suis Lucas Roguet et avec Parole d'athlète, je vais vous emmener au cœur de conversations profondes et inspirantes avec des sportifs de haut niveau. Nous discuterons des hauts, des bas, des triomphes et des défis, mais aussi des émotions, des expériences et des histoires personnelles propres à chaque athlète. Vous êtes la force de notre communauté et afin que le plus grand nombre puisse découvrir les histoires inspirantes de mes invités, suivez notre podcast sur vos plateformes d'écoute préférées et sur les réseaux sociaux, partagez mes contenus avec vos proches, votre famille, vos amis et vos collègues. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Aujourd'hui, nous accueillons Lucas Monteco, hockeyeur professionnel français, originaire de l'île Jourdain, dans le Gers. Lucas commence le hockey dès son plus jeune âge. Il débute dans le club de l'île Jourdain, le village où il grandit, et aujourd'hui évolue dans le club du Cercle Athlétique Montrouge en région parisienne. Les Jeux Olympiques sont pour Lucas un enjeu majeur des prochains mois de sa carrière. Bonjour Lucas, et merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravi de partager cet entretien avec toi. Alors je suis d'autant plus ravi quand il faut parler du hockey, ça me fait toujours plaisir parce que c'est un sport pas très connu, en tout cas en France. Donc c'est un plaisir de réaliser ce podcast avec toi. Plaisir partagé. Donc, au cours de cette interview, nous allons revenir sur ton parcours, comme je l'ai dit, partant du Gers jusqu'à aujourd'hui à Paris. Et je précise que si à un moment donné, il y a vraiment un sujet qui te tient à cœur, on peut vraiment creuser ce sujet. Est-ce que ça te va ? Très bien. Parfait. Alors, je te propose de commencer cet entretien en te présentant pour nos auditeurs. Alors du coup, je m'appelle Lucas Monteco, j'ai 22 ans. J'ai commencé le hockey donc depuis quasiment toujours. En fait, le hockey pour moi c'est un sport très familial. Mes arrière-grands-parents, pour la petite histoire, se sont rencontrés sur un terrain de hockey. Ils ont eu 11 enfants et les 11 ils avaient deux passions, c'était la voile et le hockey sur gazon. Donc mon grand-père a partagé sa passion avec mon père. Et donc c'est venu jusqu'à moi depuis la plus jeune enfance. Super. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Maintenant, supposons que quelqu'un nous écoute et ne connaisse pas le hockey. Est-ce que tu pourrais lui expliquer assez simplement en quoi consiste le hockey, comment ça se passe ? Alors le hockey sur gazon, alors la question qu'on nous pose le plus, c'est on fait souvent allusion, on nous pose des questions par rapport au hockey sur glace qui est plus populaire en France. Alors le hockey sur gazon n'a rien à voir avec le hockey sur glace, à part que ça soit un sport collectif qui se joue avec une crosse. Mis à part ces deux points-là, tout est différent. Ça se joue à 11 contre 11. Les dimensions du terrain, c'est plus comparable à quelques mètres près au football. Donc c'est plus comparable au foot. Ça se joue à 11 contre 11. Il n'y a pas de hors-jeu et c'est changement illimité. Mis à part ça, c'est à peu près pareil. On utilise les mêmes dispositifs que le foot et ça se joue aussi en 4 quarts-temps. C'est pas demi-temps, c'est 4 quarts-temps de 15 minutes. Et c'est un sport qui n'est pas de contact comme le hockey sur glace. C'est un sport d'évitement, mais dans tout sport collectif, il y a toujours un peu de jeu de corps, mais c'est pas ce qui détermine le jeu, en tout cas pour le hockey sur gazon. D'accord, merci beaucoup de nous avoir expliqué en quelques mots les principes du hockey sur gazon, qui sont effectivement, comme tu l'as dit, bien différents en tout cas à quelques égards du hockey sur glace, dont on fait souvent allusion, et comme tu l'as précisé. Passons maintenant à ton enfance et au début de ta carrière, si on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas de ta passion qui est le hockey. À quel âge tu commences le hockey ? Alors le hockey, j'étais pas encore licencié, mais j'avais déjà une crosse dans la main depuis que j'ai appris à marcher, tout simplement. Alors la petite particularité de mon histoire, c'est que du coup, je viens d'un endroit assez pas reculé, mais où le hockey en tout cas n'est pas du tout développé comparé par exemple à la région Île-de-France ou le nord de la France. Donc dans le sud, le hockey, c'est très compliqué d'en faire et d'en pratiquer. Donc j'ai commencé par jouer au hockey en salle. En fait, pour vous expliquer, donc le hockey,
il y a deux mi-saisons. Il y a une première saison qui se joue à l'extérieur. Et là, pendant la période hivernale, on joue au hockey en salle. C'est une dérive du hockey sur gazon où on est un peu plus bridé sur tous les gestes qu'on peut faire. Donc je vais pas m'étaler sur le sujet, mais il y a une période de salle parce que nos terrains extérieurs gèlent et deviennent impraticables pendant la période hivernale. Et donc dans les endroits reculés, on trouve plus facilement des gymnases que des terrains de hockey sur gazon. Donc jusqu'à mes 14 ans, j'ai fait exclusivement toute l'année du hockey en salle. Et j'ai continué, je faisais un peu de foot aussi à côté. J'avais deux passions et ce qui était bien, c'est que quand j'ai voulu stopper le foot pour me consacrer au hockey, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le Krebs l'Île-de-France, où le pôle U18 y était. Et j'ai eu la chance d'y être sélectionné pour y rentrer. Bien, encore une fois, merci pour nous donner un petit peu ton initiation, on va dire, au hockey dans ta région du Gers. Si tu devais partager un souvenir de tes débuts dans le hockey, quel serait ce souvenir? Mon premier souvenir, dans l'année, il y a toutes les régions qui montent une équipe donc du coup de hockey en salle parce que le hockey sur gazon, j'en faisais pas à cette époque-là, mais ça s'appelait les Interco et ça joue en U14. Et j'ai un grand frère qui a 3 ans de plus que moi, qui avait 13 ans, donc c'était sa dernière année U14. Et j'ai été sélectionné avec lui dans ma région du Midi-Pyrénées. Donc il n'y avait pas beaucoup de joueurs et pas beaucoup de concurrence, mais à 10 ans, j'ai participé à mes premiers interco U14 et on avait 3 ans d'écart. J'étais le plus jeune de cette compétition, c'était à Chartres. Et pour moi, jouer avec mon frère, c'était l'un de mes plus beaux souvenirs dans l'enfance que j'ai du hockey actuellement. D'accord, donc tu nous parles de ton frère justement, Ouais. qui joue au hockey toujours aujourd'hui? Alors, il a arrêté la saison dernière, mais il évoluait. Le plus haut niveau qu'il ait eu, c'est la N1, donc la deuxième division française. Il évoluait au Girondins de Bordeaux. Très bien, super. Et donc vous êtes les deux seuls de votre famille, on va dire en tant que génération de frères et sœurs qui jouaient au hockey? Alors, sur notre génération, oui. Après, on a nos cousins qui sont un peu plus jeunes, qui en ont fait un peu, mais qui ont arrêté. Mais malheureusement, nous sommes les derniers qui jouent actuellement au hockey. Mais oui, ouais, c'est comme ça. Justement, en parlant du lien avec ta famille, qui à la base t'a transmis cette passion du hockey? Tout à l'heure, tu nous parlais de tes grands-parents justement. Est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Alors, du coup, mes grands-parents sont de la région angevine, donc du coup, je les vois quelques fois dans l'année, mais ça reste occasionnellement. C'est quand même mon père qui m'a initié à ce sport-là, à ce monde-là. Et en fait, je viens de l'Île Jourdain. Il a créé en fait le premier club de l'Île Jourdain de hockey. Ça a gonflé, ça a gonflé. Il y a plusieurs licenciés qui sont inscrits avec des parents qui sont investis bénévolement dans le club. Et quelques parents, il y en a eu 4, qui venaient de différents villages d'à côté proches de l'Isle-Jourdain. Et ils ont créé leur club dans leur village. Ce qui fait qu'au bout de 1 an, 2 ans de hockey, quand j'étais tout jeune, il y a eu directement un petit championnat de 5 équipes dans ma région qui s'est créé. Et c'est trop bien. On avait les matchs le week-end, des oppositions. Et c'est comme ça qu'on a tous progressé. C'est comme ça que j'ai eu la chance aussi de me faire valoir et de me faire connaître aux yeux du sélectionneur du pôle U18. Bien, justement à cette époque-là, à quel poste tu jouais, à quel poste tu te sentais le mieux? Et d'ailleurs, à ce sujet des postes, est-ce que tu peux nous expliquer aussi comment ça fonctionne les postes dans le hockey? Alors, donc ça aussi c'est comparable au foot. À la base, j'étais arrière latéral. Donc, on joue. Alors, la plupart des schémas, c'est 4 défenseurs, donc 2 latéraux et 2 centraux, un ou deux milieux contact, on appelle ça. C'est les milieux défensifs, ceux qui gèrent le jeu, le métronome de l'équipe. Donc, à la base, j'étais latéral. Maintenant, je suis passé contact bas.
donc milieu défensif. Ensuite, il y a les milieux hauts et 3 avants. C'est à peu près c'est l'une, voire la plus utilisée qu'on utilise au hockey. Donc j'ai commencé à cette époque-là à la latérale, sachant que je faisais pas beaucoup de hockey sur gazon. C'était peut-être 2 ou 3 rendez-vous dans l'année, et c'était à Bordeaux. Donc à cette époque-là, j'étais latéral, mais sans vraiment savoir jouer vraiment. Et maintenant, depuis, ça va faire maintenant 4 ans que je joue maintenant au milieu défensif. Donc tu nous as raconté jusqu'à maintenant, oui, comment tu étais, on va dire, comment cette passion du hockey t'a été transmise et comment elle a été appliquée en premier lieu. Justement, lorsque tu jouais à l'île Jourdain, est-ce que tu peux tout à l'heure tu nous as parlé de l'expérience avec ton frère, est-ce que c'est la seule expérience, on va dire, que tu aies eue, la seule expérience marquante dans ta carrière que tu as eue à cette époque, ou est-ce que tu as eu d'autres événements? Alors, c'était un peu plus tard, la période, ou en tout cas le fait marquant que j'ai eu, donc c'est venu un peu plus tard, c'est venu à l'âge de 14 ans, si je dis pas de bêtises. À la suite des intercos, j'ai été repéré par le sélectionneur Philippe Gourdin pour participer au test d'entrée pour le Pôle U18. Et donc évidemment, j'avais pas beaucoup de hockey sur gazon dans les pattes, mais à cette époque-là, c'est moins le cas, je pense, pour les générations actuelles qui ont entre 14 et 15 ans. Mais à l'époque, le Krebs permettait à des jeunes comme moi qui viennent d'un endroit un peu reculé où le hockey n'est pas praticable à haut niveau. Ça permettait à des jeunes comme moi qui ont un bon potentiel d'intégrer ce genre de structure et de pouvoir progresser dans les meilleures conditions possibles. Et donc du coup, je fais ces tests d'entrée. Évidemment, je suis loin d'être le meilleur, je suis même parmi les plus nuls. Mais je pense que mon histoire à Philippe Gourdin l'a plutôt, je pense, l'a touché. Et quelques jours après, j'ai reçu un appel comme quoi j'ai été sélectionné pour intégrer le Krebs l'année qui suivait. Et c'était un moment exceptionnel, je m'en souviens encore. J'étais à la station essence avec mon père, je reçois l'appel et un moment, avec mon père, la fierté qu'il a eue dans ses yeux, c'était le début du projet de hockey de haut niveau et c'est vrai que ça me restera marqué toute ma vie, quoi. Donc tu parles du Krebs que tu rejoins en quelle année? 2016. 2016, très bien. Et donc justement, tu nous dis la fierté de ton papa et de toi-même, je pense, quand tu réalises que derrière ces premiers tests, on va dire au Krebs, il y a potentiellement une nouvelle vie qui va commencer. Donc c'est à ce moment-là que tu te rends compte que le hockey sur gazon va prendre une part un petit peu majeure de ta vie? Voilà, du coup, ma vie sur Paris continue encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça fait depuis 2016 que je suis sur Paris et je suis très content de ce que j'ai accompli quand je vois mes débuts plus que catastrophiques. Et tu me parlais d'un point qu'on pouvait creuser un peu, qui me tient à cœur. J'aimerais bien creuser avec toi le point. En fait, donc du coup, j'ai été accepté malgré mon niveau inférieur à la plupart des autres joueurs qui voulaient rentrer. Vu que j'ai été sélectionné, Dieu sait qu'il y en a qui voulaient être à ma place et ils savaient très très bien qu'ils étaient d'un niveau supérieur, en tout cas à cette époque-là. Et c'est vrai que j'entendais à ce moment-là, en gros, pour faire simple, ma dernière année où j'ai continué le foot, j'étais dans une section sportive. C'était pas un sport-études, c'était un truc même un peu en dessous. Sauf que directement, les mauvaises mentalités qu'on peut retrouver dans le foot, très individualiste, tout ça, je l'ai retrouvé à ce moment-là dans le hockey. Un peu de jalousie, un peu de... Ça parle dans mon dos et en même temps, je peux les comprendre parce que moi, si je suis de région Île-de-France, par exemple, je sais que j'ai un bon niveau, je veux intégrer le Krebs et là, je vois, c'est un petit sudiste qui sait pas faire contrôler une balle, qui me prend la place au Krebs. C'est humain, mais je les comprends un peu. Mais à vivre, par contre, c'est vrai que c'était... Donc, ma première année où je suis arrivé sur Paris, c'est vrai que c'était assez compliqué pour moi. On me le disait pas directement, mais
on le sent, on le sait que les jeunes des autres équipes, ça parle dans le dos. Et c'est vrai que c'était assez compliqué à vivre ce moment-là. Donc ça, est-ce que ça peut s'apparenter justement à ton premier, on va dire, défi dans le monde du hockey et est-ce que tu en as rencontré d'autres et justement, tu nous disais on va dire, le poids qui s'ajoutait sur tes épaules ou en tout cas sur le mental à ce moment-là de savoir que d'autres joueurs que tu affrontais ou peut-être même qui faisaient partie de ton équipe, je ne sais pas, parlaient sur toi en disant effectivement Lucas, bon, c'est d'une part, il vient pas de la région Île-de-France et comme tu le disais tout à l'heure, c'est peut-être pas le meilleur et attention, je mets des guillemets, des gros guillemets, il me vole la place. Alors à ce moment-là, donc, est-ce que c'est ton premier défi? Est-ce que tu as d'autres défis par la suite? Alors, le premier défi quand même que j'ai eu avant de ressentir ces paroles dans mon dos, le premier défi c'était depuis le collège, j'ai été en internat, mais c'était à une soixantaine de kilomètres de chez moi. Le week-end, je rentrais à la maison. Là, quand je viens du sud de la France, je suis un interne maintenant à Châtenay-Malabry, c'est là où se situe le Creps, donc en région parisienne. C'est vrai que la sensation est différente. T'es plus à 60 km de chez toi, t'es à l'autre bout quasiment à l'autre bout de la France. Et c'est vrai que le changement, c'était un peu choquant. Mais donc ça, c'est mon premier défi de vivre le week-end. Je rentre pas chez mes parents. J'ai une nouvelle vie, j'ai aucun repère. Et en plus, quelques semaines après, quelques mois après, je me rends compte que ça parle dans mon dos. Donc là, ça a été jusqu'à la période hivernale, donc jusqu'au mois de novembre. C'était des mois très compliqués pour moi. Donc j'avais les deux défis, la pression, et j'avais que le hockey, ma passion pour me rattraper parce que j'avais des copains, mais on peut pas dire que c'était des réels amis parce que ça faisait que quelques mois qu'on se connaissait. Mais donc j'avais que le hockey. Je suis venu, comme je vais me répéter, mais deux seuls rendez-vous dans l'année, c'était à Bordeaux, 3 heures de chez moi. Là, j'étais au Creps interne, je descends de ma chambre, j'ai un terrain de hockey. Donc j'ai pas d'amis, le week-end je fais quoi? Je prends ma crosse, une balle, je vais sur le terrain, je me fais des sessions tout seul pendant 3 heures à en avoir les mains pleines de cornes, enfin vraiment, je charbonnais très fort pendant ces mois-là pour rattraper mon retard et qu'on arrête de parler sur mon dos. Voilà, donc ça a été mes deux gros défis d'entrée au final, qui m'ont tiré vers le haut, quoi. Et justement, ça fait aussi, de mon point de vue, ça fait aussi partie de cet état d'esprit. Alors, effectivement, tout à l'heure, on parlait des états d'esprit, on va dire plutôt des mauvais états d'esprit dans le milieu sportif, où parfois il peut y avoir ce phénomène de critique ou de choses qui se passent en dehors, on va dire, de ce qu'on peut entendre. Mais il y a aussi cet état d'esprit de détermination et de je veux réussir et je vais leur prouver que ils peuvent parler sur mon dos, mais je vais bien prouver que j'ai ma place ici. D'ailleurs, à ce sujet-là, sur le sport en général, j'aimerais revenir rapidement sur. Tout à l'heure, tu nous parlais de football. Tu as joué au football pendant que tu étais enfant aussi à l'île Jourdain, donc dans le Gers. C'est le seul sport que tu as pratiqué avec le hockey? Ouais, c'est le seul sport. Donc, quand j'étais jeune, le foot même passait devant le hockey. Et je priorisais le foot par rapport au hockey parce que l'envie d'être professionnel, tout ça fait rêver. Mais au final, je me suis rendu compte, voilà, vers la quatrième, la troisième, la fin du collège, que c'est pas ce que je voulais. Parce qu'il y a le côté évidemment professionnel, sportif, qui est intéressant, mais le côté humain qui n'était pas tant présent, même à ma petite échelle au foot, dans la petite section sportive de Carnot, dans la ville de Auch. Rien qu'à cette petite échelle-là, je l'ai ressenti. Donc je me suis dit, le côté humain est quand même important dans le sport. Donc c'est pour ça que j'ai voulu stopper le foot pour me consacrer au hockey. Et j'ai eu l'opportunité du Krebs qui arrivait pile à ce moment-là. Donc je suis très chanceux par rapport à ça. Ok, donc si je me trompe pas, donc tu grandis dans une région qui est plutôt basée sur le rugby, c'est ça? Oui, ouais, Et ouais, ouais. jamais ça t'est venu à l'esprit de jouer au rugby? Ça t'a jamais attiré? Non, non, non. Non, le rugby, non, 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 ça m'a jamais trop attiré. Même
enfin, on était tout. J'ai eu mes deux sports en fait très jeunes et ça me convenait comme ça et je pensais pas à d'autres sports. J'avais mes deux focus, hockey, foot et non, ça m'a jamais. J'en ai fait, mais des petits tests avec les copains, mais je me suis jamais pris de licence, en tout cas pour le rugby. D'accord. Maintenant, donc depuis tout à l'heure, on parle vraiment de cet aspect de ton enfance, de tes sports, de tes passions. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours scolaire. Qu'est-ce que tu as fait? Quelles études tu as faites? Alors mon parcours scolaire, donc j'ai fait le collège normal, j'ai obtenu mon brevet classique. Ensuite j'ai fait une seconde générale. J'étais très tourné hockey à ce moment-là, donc les études, j'ai validé mon année, mais du coup j'ai fait je suis allé en première STMG, donc le CREPS c'est lié à un lycée qui s'appelle le lycée Emmanuel Mounier, donc c'est juste collé au CREPS dans la ville de Châtenay-Malabry, et il propose une filière technologique et une filière générale. Donc j'ai été basculé en filière technologique en STMG. Première STMG, terminale STMG. Je valide mon bac et je fais le BTS gestion PME dans la foulée. Pareil, dans le même lycée. Ils proposaient aussi un BTS. J'ai fait 5 ans au lycée Emmanuel Mounier. Je ne sais pas comment j'ai fait parce que c'est, c'est très compliqué ce lycée-là. Et donc du coup, voilà, j'ai fait mes 2 années de BTS que j'ai validé et voilà, je me suis arrêté au BTS. Bien, et donc comment tu concilies à ce moment-là sport et études? Est-ce que justement, donc tu étais déjà au CREPS, c'est ce que tu disais, c'était un lycée qui est affilié au CREPS. Ouais, c'est ça. Alors du coup, donc tout le pôle 18, donc ça englobe toutes les années lycée. Donc du coup, tout était organisé autour du sport. On avait l'étude le soir, des intervenants qui venaient pour nous faire du soutien. Quand le pôle 18 très très bien organisé, mais par contre arrivé en pôle U21, donc tu es maintenant externe au CREPS, donc il y en a qui sont logés au Crous. Moi je me suis pour un sujet, je vais pas détailler, mais je n'ai pas eu accès au Crous, donc du coup j'ai dû prendre un studio à Châtenay-Malabry. Et c'est vrai que là, du coup, pendant mes 2 années en tout cas de BTS, c'est vrai que niveau études, t'es pas soutenu. T'es vraiment considéré comme un élève normal. Du coup, c'est juste à ces 2 années-là où c'était un peu compliqué, mais vu que le BTS, c'est pas non plus très dur comme charge au niveau scolaire, j'ai réussi à le passer, même si je m'investissais pas à fond dans le milieu scolaire. Passons maintenant on va dire à la seconde étape de ta carrière. Donc tu rejoins le Cercle Athlétique Montrouge. Est-ce que ça se fait justement par le biais du CREPS ou c'est une autre chose qui t'a amené à venir ici? Alors, donc, dès 2016, mon père avait deux choix. C'était soit le Racing Club de France, soit le Cercle Athlétique de Montrouge. Et donc, parmi ces quelques contacts qu'il a dans le monde du hockey, il a choisi de me mettre donc, au CAM depuis 2016. Donc, j'ai commencé en U16 au CAM et c'est depuis jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2023, que je joue pour le CAM et je suis très heureux du choix qu'il a fait. À cette époque-là, c'est quoi l'atmosphère quand tu arrives ici? Est-ce que c'est justement déjà ces paroles qui sont dites sur toi ou c'est vraiment dans l'équipe quelque chose de différent? Alors, c'est heureusement, et je pense que je serais pas resté au CAM si c'était le cas. Heureusement, c'est pas les gens de mon équipe donc au CAM qui parlaient dans mon dos. Je suis quand même assez social. J'ai quand même lié d'amitié parce on était on était quelques joueurs à être au CAM et aussi au Krebs. Donc là, on se voyait toutes les semaines, que ce soit au club, au Krebs, on était tous les jours ensemble. Donc c'est vrai qu'avec ces joueurs-là, j'ai commencé à lier d'amitié assez facilement et rapidement. Donc c'est pas tant les joueurs de mon équipe qui me posaient problème, c'était surtout les joueurs d'autres équipes qui n'étaient pas au Krebs et qui auraient voulu y être à ma place
où c'est ces joueurs-là qui parlaient dans mon dos à ce moment-là. D'accord. Et pour toi, qu'est-ce que ça a changé? Comment tu as géré la pression de jouer avec une équipe comme le CAM quand tu es arrivé? Alors, donc c'était donc la pression, je l'ai pas ressentie parce que c'était l'équipe première qui performait. Et j'y étais pas, j'étais même pas dans le groupe d'entraînement. J'étais qu'un U16 et en plus, petite anecdote où ça parlait aussi sur moi. Donc, à l'image des intercos que j'avais dit pour les en salle, il y a la même pour les en gazon. Donc les intercos U16 en gazon, donc c'est tous les meilleurs joueurs de toutes les régions. Je participe à un rassemblement. Du coup, maintenant que j'étais au CAM, je suis maintenant dans la région Île-de-France. Je participe à un rassemblement. J'ai été viré dès la fin de l'entraînement par le coach parce que mon niveau n'était pas bon. Alors que je crois on était à peine, on était un peu moins, on était entre 5 et 8 joueurs qui étaient au Krebs et en même temps dans un club en Île-de-France. Je faisais partie de ces joueurs-là. Donc normalement sur le papier, ça devait être les meilleurs joueurs de la région. Et ben finalement, j'ai tenu qu'un entraînement. Donc voilà, aux yeux de tous les joueurs d'Île-de-France, j'ai envoyé encore une image plus que médiocre. Mais c'était en début d'année, parmi les premiers mois j'ai intégré le Krebs, donc j'étais encore assez nul. Comme tu nous as parlé justement de cette arrivée au CAM, depuis cette arrivée, donc tout à l'heure tu nous parlais justement du fait de t'être entraîné assez dur avec acharnement pour t'améliorer rapidement, mais aussi en tenant compte de tous les aspects de ton sport. Depuis que tu es arrivé justement au CAM et au Krebs, qu'est-ce que tu dirais qui a changé dans ton jeu? Est-ce que c'est plutôt le physique, le mental, les deux qui se sont améliorés? Évidemment, je pars du niveau zéro, donc tout était à améliorer. Mais avec l'envie et le charbon et la motivation, j'ai commencé à récolter les fruits à la reprise de la gazon de la deuxième partie de saison, donc après la période hivernale. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à avoir une lueur d'espoir et une lueur de respect sur mon niveau de jeu. Et donc, à contrario de mes débuts très compliqués, la deuxième partie de saison qui était pour moi exceptionnelle, ça reste pour moi la meilleure année ou l'une des meilleures années de ma vie. Ce parcours où le début très dur et la fin très joyeuse, et même au Krebs, tout se passait super bien. Maintenant, c'était plus des copains, c'était devenu des amis. Tout le groupe du Krebs, tout le pôle U18, c'était vraiment une équipe très très unie. Et ça a porté ses fruits parce qu'à la fin de l'année, on a eu une Coupe d'Europe U16 et j'étais sélectionné dans cette équipe de France U16, alors que un peu plus tôt dans l'année, j'étais même pas dans l'équipe région Île-de-France. Donc très content. Donc tu nous l'as dit tout à l'heure, tu arrives au CAM en quelle année? Rappelle-moi. 2016. 2016. Donc tu arrives au CAM et au Krebs en 2016, c'est Ouais, ça? c'est ça, même année. Très bien, donc ça fait maintenant pas mal de temps que tu es au CAM. Est-ce qu'il y a des particularités sur le fait de jouer sur une longue période avec une même équipe? Non, en fait, alors j'ai commencé à jouer avec l'équipe 1 assez tard et c'est vrai que j'ai eu la chance, j'ai pas connu les mauvaises époques parce qu'un peu plus, il y a quelques années, le CAM rayonnait pas comme ce que l'équipe rayonne aujourd'hui. Et c'est vrai que les résultats, depuis que j'ai intégré, encore une fois, je suis assez chanceux. Mais depuis que j'ai intégré l'équipe, c'est à peu près il y a 4 ans, j'ai toujours connu le top 4. Depuis 2 ans, on est champion de France. J'ai toujours connu la performance. Et qui dit performance dit aussi bonne ambiance, l'envie de vouloir travailler. Notre équipe a une moyenne d'âge très très jeune. Donc je m'entends avec tout le monde. Et vu que ça fait longtemps maintenant que je suis au CAM, c'est des amis très très proches. Et hormis différents détails, je me vois pas quitter ce club-là. Je suis trop bien dans ce club-là. Effectivement, ok, très bien. On comprend mieux du coup cet attachement au CAM. Maintenant, est-ce que tu en as parlé, tu as commencé à en parler pardon, avec les classements de votre équipe et le fait d'être champion de France? Justement,
Est-ce que tu peux nous partager les compétitions auxquelles vous participez, mais aussi celles que vous avez gagnées et à quel niveau? Est-ce que c'est du national, de l'européen ou même du mondial? Alors, donc depuis 2 ans, donc du coup on est double champion de France. Donc il y a 2 saisons et la saison dernière. Donc en fait, en France, il y a 2 ans, donc la France n'avait pas assez de points. Donc du coup, c'était la première équipe du championnat régulier qui fait le HL. Donc ça équivaut à la Champions League du hockey. Et la deuxième équipe, on avait fini deuxième derrière Saint-Germain, si je dis pas de bêtises. On est qualifié pour l'Eurotrophy, l'Europa League du hockey. Donc la première édition que j'ai fait, c'était à Vienne, en Autriche, et donc on l'avait gagné. Ensuite, la deuxième année, on l'a fait parce qu'il y avait une période où il y avait eu le Covid, ça avait stoppé une saison. Donc pendant une saison, on avait fait 2 euros Eurotrophy dans la même saison. Donc une, c'était en début d'année donc en Autriche à Vienne. Et la deuxième édition, on l'a fait au CAM et c'était un événement comparé à ce que l'Eurotrophy qui a été organisé à Vienne. Le CAM avait tout fait super bien, tout était très très bien organisé. On avait monté des tribunes, là, on était logé dans un hôtel à côté, tout était au top et on l'avait encore gagné. Donc ça fait 2 Eurotrophy, 2 Europa League gagnés. Ensuite, on est double champion de France actuellement. Là, en ce moment, il nous reste un match. J'espère que ça va bien se passer contre Wattignies ce dimanche. Mais on est actuellement premier du championnat. Et donc pour l'instant, ce qui nous manque, pour l'instant, c'est un titre de hockey en salle. Champion de France de hockey en salle qu'on n'a pas encore. Mais pour l'instant, l'équipe du CAM performe et il faut continuer dans ce sens-là, quoi. Bien, merci de nous avoir un petit peu éclairé pour moi et mes auditeurs aussi, enfin nos auditeurs, un petit peu les compétitions qui composent le monde du hockey sur gazon et notamment celles que vous avez remportées avec le CAM. Maintenant, en tant que joueur, on va dire, beaucoup plus expérimenté que lorsque tu es arrivé, comment est-ce que tu rends, on va dire, l'appareil au CAM? J'ai entendu parler que tu donnais des cours à des jeunes joueurs ou à des initiés du hockey. Alors ouais, donc depuis l'année dernière, je suis assez investi dans le club. Donc l'année dernière, j'ai fait un service civique au CAM. Je faisais un tiers de mon temps de travail, c'était à l'accueil, et les 2 tiers qui restent, c'était vraiment du coaching des enfants. Donc j'avais des U10 au U16, et j'avais au milieu d'année, on a créé avec les dirigeants du CAB une section qui s'appelle le hockey loisir, une section loisir qui a lieu le mercredi. Et c'est souvent le 3 quarts de mes élèves, ce sont les mamans des enfants de l'école de hockey qui ont voulu avoir un créneau dédié à elles et je me charge de les entraîner. Je fais ça depuis maintenant un an, quasiment un an et demi. Et le groupe ne fait que s'agrandir. Au début, on était à peine 3. Maintenant, on est plus de 10. Et même à plus de 10, elles sont très motivées et on fait du bon boulot. Et c'est très bien. Merci beaucoup de nous avoir donné ton retour d'expérience justement sur ce que tu rapportes, on va dire ce que tu donnes au CAM en échange de la, je sais pas si c'est vraiment la chance parce que tu l'as saisi aussi ta chance en même temps en 2016 lorsque tu les rejoins, mais en tout cas le retour de l'appareil qui est assez sympa de ta part. Juste avant de passer à la première pause, on va dire sur tes opinions personnelles, ta réflexion personnelle, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite avec le CAM? Avec le CAM, le meilleur, de continuer dans cette lancée-là. On aimerait bien, parce que le double champion de France a déjà été fait en 2010 et 2011 avec le CAM. Maintenant, j'aimerais essayer de faire le triplé. Comme ça, ce serait une première pour le club et ça serait un événement marquant pour l'équipe 1 du CAM. Donc, nous souhaiter d'essayer de refinir au moins premier du championnat régulier ou premier du championnat de France. Parce qu'à la fin du championnat régulier, il y a le top 4, donc les demi et les finales. Et essayer de finir premier comme les 2 saisons précédentes, quoi. Donc ça, la réponse, c'est dans très peu de temps, c'est ça? Avec le prochain match contre Alors là, Wattignies. donc ça va être la fin de la première partie de saison. Donc après, il y a la pause hivernale. Il y a la deuxième partie de saison où on fait les matchs retour de chaque match qui a été joué.
Et après, ça donnera le championnat à la fin du championnat régulier. Et une question qui me vient en même temps, combien d'équipes sont présentes dans le championnat? On est 10. Ok. Et il y a un système de montée-descente comme... Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc le premier de N1 monte directement, le deuxième fait le barrage. Et en élite, c'est le dernier qui descend directement, l'avant-dernier qui fait le barrage contre le deuxième de N1. Bien, maintenant passons justement à cette première pause où on a à cœur d'avoir ta réflexion personnelle sur certains sujets. Premier sujet, quel est le plus gros cliché que tu as entendu sur le monde du hockey ou sur les hockeyeurs? Alors le cliché qu'on a, c'est que la posture fait très très mal au dos et il y a beaucoup de gens qui veulent pas même essayer le hockey parce que la posture, le fait d'être penché, ça fait mal au dos. En fait, le plus dur, c'est de donner une crosse, une balle aux gens. Le plus dur, c'est ça. Une fois qu'ils ont compris qu'il y a une posture à adopter pour pouvoir jouer sans se faire mal, on dit ah ben c'est sympa comme sport, je connaissais pas, tiens. Pourquoi pas essayer quelques entraînements. Et donc ouais, le cliché c'est vous avez pas mal au dos tout le temps à être penché comme ça. Donc la réponse est non. Bien, merci pour ton retour spontané et qui va, je pense, servir à pas mal de personnes qui jusqu'à aujourd'hui se disaient que ça faisait mal au dos de jouer au hockey. Je connaissais pas cette allusion, mais effectivement. Maintenant, si on devait garder, si tes proches devaient garder une qualité de toi, est-ce que tu sais quelle qualité choisiraient-ils? Je dirais je suis un peu je dirais que je suis dur. Je suis bien bon à vivre, je sais pas comment le dire, mais avec moi on se sent plutôt bien. Je suis pas prise de tête. Je vis les choses assez simplement, je dirais. Très bien. Quel sportif admires-tu le plus? Alors là, il y a un joker. Tu peux nous faire le sportif que tu admires le plus dans ton sport, donc le hockey, et puis s'il y a un autre sportif que tu admires dans un autre domaine. Alors, le premier qui m'est venu en tête, c'est Lionel Messi. Mais parce que évidemment, il y a énormément de travail, mais le côté talent qui prime, enfin tout son parcours, c'est l'athlète qui me fascine le plus. Et après, dans mon sport, alors les vidéos YouTube, quand on est jeune, le hockey, donc c'est pas facile d'accès. Donc là, quand j'étais jeune et je regardais le hockey sur YouTube, le joueur qui avait le plus de highlights et le plus de popularité à cette époque-là, c'était Jimmy Dwyer, donc un joueur australien. Et du coup, je suis devenu fan de ce joueur-là parce que peut-être sur 10 vidéos YouTube, il y en avait 8 où c'était ses meilleurs buts, ses meilleurs dribbles. Et donc là, actuellement, il est à la retraite, mais quand j'étais retraite sportive, mais quand j'étais jeune, je me matais, je les voyais peut-être 100 fois ces vidéos, je les connais par cœur. Donc ouais, c'est ce jour-là qui m'a impressionné le plus dans dans mon enfance. Bien, maintenant, si question un petit peu particulière, mais si tu pouvais échanger avec la personne de ton choix, que ce soit une personne qui soit toujours vivante, morte, réelle ou même fictive, à qui tu t'adresserais et quelles questions tu lui poserais? Est-ce que tu as une idée de ça? Waouh. Alors ça, j'avais pas anticipé. Euh, Là, comme ça. Ah, j'ai rien qui me vient en tête là. J'ai rien qui me vient en tête. Aucun souci. Si jamais quelque chose te vient en tête au cours de l'entretien, n'hésite pas à nous le partager. Est-ce que tu peux nous recommander un film, ton film préféré? Mon film préféré, je dirais que c'est. Je pense que c'est le Harry Potter, la saga Harry Potter, qu'on peut regarder des dizaines de fois sans souci. On s'en lasse jamais. Je dirais que c'est la saga Harry Potter. Bien. Et est-ce que tu lis? Est-ce que tu as un livre à recommander à nos auditeurs? Alors, pour ce qui est de la lecture, non, je suis désolé, je fais partie de la génération où la lecture n'a pas, n'a pas réussi à trouver son public. Donc, non, je suis désolé, je ne lis quasiment pas. Par contre, si on peut faire une petite pause que je retrouve, il y a un magazine de hockey qui vient de sortir. Il faut que je le retrouve si je peux passer une petite pub pour ce magazine-là.
Bien. On essaiera quand même de retrouver du coup le magazine et je le mettrai en description pour les personnes qui sont intéressées. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous partager ta plus grande peur? Ma plus grande peur, alors ça va paraître con, mais la peur que j'ai en tête, c'est la peur de la solitude. Alors très philosophique, mais j'ai peur d'être seul en fait, de ne pas avoir Par exemple, quand je rentre à la maison, j'ai la chance, donc je vis avec ma copine, et c'est vrai que quand je suis sorti du Pôle 18, j'avais du coup mon petit studio et je vivais seul. Et c'est vrai que des moments où tu te retrouves seul dans un appart, où au Crève, ça a vécu pendant 3 ans, on était 18 tout le temps, H24 collés ensemble. Et c'est vrai que cette peur de retrouver cette solitude, quand le soir tu rentres, tu t'entraînes jusqu'à 23 h, tu rentres chez toi, t'es crevé, t'es tout seul. C'est vrai que cette solitude-là, de la retrouver, je sais pas ce que ma vie sera faite, mais plus tard, d'être seul, de pas avoir de proches sur qui compter, c'est vrai que ça me fait peur. Bien, et pour finir cette première séquence, est-ce qu'il y a un endroit où tu te rends lorsque tu as besoin de te ressourcer? Hmm. Bah, hormis le CAM où je passe le plus clair de mon temps, je dirais le CAM. Le CAM, ça me ressource. Ce petit club qui fait au final, qui fait un petit peu un petit air de campagne au milieu de la ville. C'est beaucoup de végétation, des terres en terre battue. Donc là, il est actuellement en chantier, donc ça fait moins rêver. Mais c'est vrai que c'est au milieu de la ville, c'est rare de trouver autant d'espace qui fait penser un peu à des aires de campagne. Donc ça me rappelle un peu chez moi. Bien, passons maintenant à un autre volet de ta carrière et tes sélections en équipe de France. Comment tu as ressenti le fait d'être sélectionné pour la première fois? Alors, j'ai intégré, j'étais même pas dans le groupe élargi, j'ai intégré, donc ça s'appelle partenaire d'entraînement. J'étais partenaire d'entraînement en mars. J'ai intégré le groupe élargi et même pas le fait d'être partenaire d'entraînement, de participer aux entraînements en mars. Et c'est mon coach, donc Emeric Bergamo, mon coach actuel, qui est passé directeur sportif et aussi coach de l'équipe 1 du CAM depuis pas mal d'années maintenant. J'étais en train de coacher l'école de hockey le mercredi après-midi. Et là, il y a Emeric avec son téléphone collé à l'oreille, qui vient me voir, qui me dit je t'expliquerai, on se parle après, en me montrant le téléphone. Et c'était du coup Fred Soyer, le sélectionneur actuel de l'équipe de France. Donc du coup, je finissais ma séance avec mes petits U10. Je m'accours vers mon coach et il m'explique que c'est bon, je commence les stages avec l'équipe de France dès. Je crois, il y avait une petite période, je crois que j'ai entendu 2 semaines après l'appel pour commencer mes premiers stages. Et à ce moment-là, c'est l'émotion de ton papa avec la station Ah, essence qui ressurgit un petit peu. alors là, bah oui, une fierté parce que en fait, dans le monde du hockey, et je pense que c'est valable dans tous les sports. Quand tu sors du pôle U21 de l'équipe de France U21, si t'es pas déjà appelé en A à ce moment-là, donc c'était pas mon cas, si t'es pas appelé, tu sors des U21, du coup t'es trop vieux pour continuer à faire des compétitions avec les U21, et du coup t'as plus de vitrine, t'as plus mis à part le championnat français, t'as plus ouais, voilà, de vitrine, d'image, de faire valoir aux yeux du grand public. Du coup, t'es un petit peu caché dans ton club. Alors, très bien, on est l'un des meilleurs clubs de France, mais on n'a eu aucune compète européenne, en tout cas, où on représente la France. Donc, j'ai eu une période de quelques mois où je n'avais que le championnat français. Et en plus, donc c'était après mon BTS, j'avais fait une année de césure scolaire pour intégrer l'équipe de France. Ça a pris quelques mois, mais c'est bon, j'y ai parvenu. Et du coup, cette année aussi, j'ai fait une deuxième année de césure dans ma scolarité pour les JO, pour préparer les JO dans de bonnes conditions. Bien, et justement
sur cet aspect de différentes, on va dire, différents échelons par lesquels tu es passé en équipe de France. Donc d'abord en partenaire d'entraînement, ce que tu disais, jusqu'à aujourd'hui où tu vas peut-être représenter la France au JO. Alors, il y a eu quand même plusieurs étapes avant d'en arriver là, mais c'est vrai que donc mars, partant de l'entraînement, j'ai mis à peu près un mois avant d'intégrer le groupe élargi. J'ai mis donc avant d'avoir ma première sélection, en fait, il y a eu plusieurs matchs de préparation. Avant, on a eu une Coupe d'Europe en juillet et on a eu plusieurs donc matchs de préparation pour se préparer à cet événement-là. Et il y avait des matchs officiels et non officiels. Donc on a eu plusieurs matchs contre le Chili. Donc là actuellement j'ai 7 sélections en équipe de France. Mais si on compte toutes les oppositions qu'on a eues, j'en ai à peu près le double. Mais il n'y a eu que 2 matchs officiels contre l'Australie, où là ça a été l'un des les moments les plus marquants de ma carrière, je dirais, parce que c'est la première fois que je performe. Et c'était un match officiel contre l'Australie, l'une des meilleures nations mondiales. Et ça s'est pas déroulé à Saint-Germain. Donc il y avait donc le public français, c'était blindé. Et c'est la première fois que les gens, dont j'ai pas envie de dire mes détracteurs à mes débuts, parce que c'est loin comme moment, mais en tout cas aux yeux des joueurs français, des gens qui suivent le hockey français, c'est la première fois qu'ils me voyaient sous le maillot de l'équipe de France. Et j'ai fait lors de mon premier match, et en plus j'ai marqué un but alors que je suis milieu défensif, c'est pas mon rôle, mais pour l'histoire, pour l'image, c'était très beau. Et donc du coup première sélection officielle, premier but, première victoire. Et en plus aux yeux de beaucoup de monde, donc c'était un peu l'accomplissement et aussi le respect, la validation de tout le monde pour quand j'ai intégré l'équipe de France, quoi. Bien, et justement, est-ce que tu peux nous partager, si je peux dire, le moment jusqu'à aujourd'hui de ta carrière en équipe de France qui t'a le plus marqué, justement en portant ce maillot assez emblématique? Alors donc dans mon top, ça reste quand même la Coupe du Monde du 21 à Bhubaneswar en Inde. Donc c'était ma première compétition, mis à part les U16 en U18. J'ai jamais été sélectionné en équipe de France U18 parce que le coach, parce que mon niveau, parce que plusieurs choses. Mais en U21, ça a été ma première compétition réelle en 11 contre 11 internationale. Et on a fini troisième. Ça faisait très longtemps que la France n'avait pas eu une médaille dans n'importe quelle compétition majeure. Donc pas Coupe d'Europe B, vraiment Coupe d'Europe A ou Coupe du Monde. Ça faisait très longtemps que la France n'avait pas eu une médaille. Et c'était donc la génération, donc ma génération, c'était les 2000 les plus vieux. Après, il y avait des 2001, des 2002. Et on avait un groupe exceptionnel. On avait un coach, mon coach Emeric Bergamo, qui était à cette époque-là sélectionneur de l'équipe de France U21. Et c'était un moment exceptionnel parce qu'en Inde, il faut savoir que c'est le deuxième sport national. Donc là-bas, en Inde, le hockey, tout le monde connaît. On était reconnus, j'ai pas envie de dire à notre juste valeur, mais en tout cas, on n'était pas des inconnus aux yeux du public là-bas. Donc je dirais que c'est quand même ça mon événement le plus marquant. Et en équipe de France, c'est bien évidemment la Coupe d'Europe que j'ai fait. Bien, il y a une notion intéressante que tu viens d'aborder, c'est le fait de se faire connaître auprès du public. Et là, il y a une question aussi qui m'a traversé l'esprit. Est-ce que les matchs de hockey, en tout cas les plus grandes compétitions, sont retransmises à la télé? Alors, pour les plus grosses, il y a l'équipe qui propose la rediffusion. Mais la plupart du temps, je crois, c'est sur Internet, c'est sur le site l'équipe. Et après, il y a des plateformes où le plus souvent, faut lâcher quelques euros pour pouvoir visionner les compétitions. Mais c'est pas encore retransmis sur les grands écrans en France. Mais en tout cas, pour se faire parler, faut performer pour que les médias s'intéressent à nous et pour se faire connaître. C'est le cercle vertueux qu'il faut avoir, quoi. Bien. Si on revient justement maintenant
à la justesse qu'il faut avoir en tant qu'athlète de haut niveau. Comment toi tu te prépares mentalement et physiquement pour jouer non seulement en équipe de France et potentiellement les Jeux Olympiques, mais aussi tous les jours lorsque tu joues au CAM? Alors, tu as parlé de préparation mentale, donc je vais commencer là-dessus. Donc, quand à mes débuts en équipe de France, j'ai un préparateur mental donc s'appelle Grégory Boulico, qui m'a contacté via Instagram et qui m'a proposé de me prendre en charge jusqu'au JO. Et donc, ce qui fait que maintenant, donc il y a un préparateur mental dans le staff équipe de France. Maintenant, j'ai un préparateur mental individuel. Et ça me permet parce que je suis très lié sur ce qu'on pense de moi, sur ce que je renvoie, j'ai un petit peu le syndrome de l'imposteur aussi. J'ai des choses à travailler mentalement et c'est ce que je suis en train de faire avec ces deux préparateurs-là. Donc là-dessus, je suis bien suivi. Ensuite, pour ce qui est de la préparation physique et technique, pour ce qui est d'une saison, on va dire, classique, on est en stage toutes les semaines du lundi au mercredi à minima. Et jusqu'au JO, on a des stages de plusieurs jours, de plusieurs semaines de préparation et on se voit très très souvent et la plupart du temps. Donc là, par exemple, aujourd'hui, j'ai aucune séance à part la séance avec le CAM ce soir. Mais c'est le jeudi et le vendredi, c'est quasiment les deux seuls jours de repos, j'ai envie de te dire. Mais sinon, c'est du travail de tous les jours. Et en stage, en plus, on est dans une période où on bosse à puissance. Et c'est vrai qu'on ressort de ces stages très affaiblis physiquement, mais c'est bien, on bosse dur. Intéressant. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, avec toutes ces préparations, on doit passer une journée dans ta vie, à quoi ça ressemble? Alors, donc du coup, là aujourd'hui, bon, c'est vrai que j'ai pas grand chose à faire mis à part me reposer. Mais c'est vrai que donc du lundi au mercredi, c'est vraiment du charbon à fond. En fait, on a 9 entraînements en 2 jours et demi. Donc faut bien s'en rendre compte et c'est pas des entraînements d'étirement. C'est vraiment des entraînements où on se donne à fond à chaque moment, chaque exercice, que ce soit physique ou technique. On se donne à fond pour être au top, à notre pic de forme dans l'échéance à venir, donc les JO. Et donc voilà, on se donne tous les moyens pour y participer et pour être dans les meilleures conditions physiques et techniques possibles. Bien, juste avant, justement, tu en parles, on en parle depuis tout à l'heure des Jeux Olympiques qui se passeront en France en 2024. Juste avant de passer à ce nouveau volet, si tu devais donner une différence lorsque tu joues avec le CAM et lorsque tu joues avec l'équipe de France, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence avec quelle motivation, on va dire, tu joues et quelle latitude? Alors, en fait, quand je joue avec le CAM, j'essaye, j'y arrive pas tout le temps, mais du coup, je suis pas le nouveau que je suis en équipe de France. Je dois être un cadre, et c'est vrai que mon coach me demande que j'en fasse plus. C'est vrai que j'essaye, mais je sais que je peux faire mieux. Donc, j'ai un statut différent avec le CAM qu'avec l'équipe de France. Donc avec l'équipe de France, je suis nouveau. J'essaye de faire du mieux que je puisse, d'essayer d'être au niveau, de progresser, parce il faut toujours prouver, que ça soit au CAM ou en équipe de France, il faut toujours montrer qu'on est au niveau, faut toujours donner le meilleur de soi-même. Mais du coup, j'ai un statut plus important pour l'équipe au CAM qu'en équipe de France. Donc ça me donne plus de responsabilités. Donc ton avenir en équipe de France, potentiellement donc au JO, est-ce que tu as déjà la confirmation de ta participation au JO? Oula, non, non, non. En plus, alors pour les JO, faut savoir qu'il y a 2 places en moins d'être sélectionné. Parce qu'en fait, les sports collectifs prennent énormément de place dans le village. Donc du coup, pour ce qui est des Coupes d'Europe et Coupes du Monde dans le hockey, c'est 18 joueurs sur la feuille de match, plus 2 réservistes. Pour les JO, c'est seulement 16 joueurs sur la feuille de match et 2 réservistes.
Donc déjà qu'on est beaucoup là actuellement, on est 28 joueurs dans le groupe élargi, plus, je dirais, je crois il y en a 4, plus on va dire on est une petite trentaine de joueurs, groupe élargi plus partenaires d'entraînement, à faire les stages et donc à être sélectionnables. Donc du coup la concurrence est très très forte et en plus il y a 2 places en moins. Donc voilà, faut donner le meilleur de soi-même et même si c'est un sport collectif, faut individuellement montrer qu'on est meilleur qu'un tel pour pouvoir être sélectionné. Et justement, pour atteindre cet objectif dans ta carrière, donc ça sera la première fois que tu participerais au JO. Quelles sont tes attentes à toi et quels sont tes objectifs que tu t'es fixés pour pouvoir arriver jusqu'à cette date décisive où tu seras ou non si tu es sélectionné pour les JO? Alors déjà, faut savoir que donc du coup, ça se passe en France et donc du coup, l'équipe de France de hockey est automatiquement sélectionnée pour les JO. C'était pas le cas donc sur les autres Jeux Olympiques. À chaque fois, il fallait passer des TQO et la France, peut-être il y a très très longtemps, mais en tout cas, j'en ai pas souvenir. On n'a jamais réussi, en tout cas de ce que je sais, à se qualifier pour les JO, que ce soit Tokyo, Londres, tout ça. On n'a jamais été sélectionné. Là, on a la chance d'être sélectionné automatiquement parce qu'on est le pays organisateur. Donc, on sait qu'on a une chance unique déjà de les faire, mais aussi de faire parler notre sport. C'est un sport amateur en France et on sait que si on performe d'autant plus dans les JO, on fera. Et c'est là où les médias, on en parlait tout à l'heure, c'est là où les médias relayeront les informations, on parlera de nous et on nous parlera plus de hockey sur glace quand on parle de hockey sur gazon, quoi. Très bien, donc j'ai peut-être fait une erreur en début de cette interview en disant que tu avais le rôle de professionnel, parce que c'est uniquement en amateur en France, c'est ça? Alors il y a des pour cette année c'est important pour les JO, on bénéficie de bourses, que ça soit de la région ou du département. Donc cette année, financièrement, on va dire que ça va, mais on ne gagne pas des 1000 et des 100 grâce au hockey sur gazon. Mais en tout cas, le club comme le CAM 92, on essaye de professionnaliser comme on peut ce sport. Et il y a des choses mises en place, mais on n'a pas le statut professionnel, mis à part quelques joueurs en France. D'accord, et est-ce que tu mentionnais la rémunération? Est-ce que justement aujourd'hui tu parviens à vivre de ton sport, donc le hockey sur gazon avec le CAM 92, ou tu es obligé de te fier à d'autres activités, on va dire? Alors j'ai beaucoup de chance d'avoir des parents qui m'aident encore pour que ça soit le loyer ou la nourriture. Mais c'est vrai que dans tout le côté argent dans le hockey, c'est pas tabou, c'est juste il n'y a pas beaucoup de moyens, donc on fait comme on peut. Et c'est vrai que c'est compliqué. Donc l'année dernière, j'avais fait, comme je l'avais dit, le service civique. J'étais un petit peu rémunéré, mais je vivais pas décemment, donc j'avais aussi l'aide de mes parents. Cette année, c'est beaucoup mieux, mais je peux vivre sans l'aide de mes parents, mais c'est pas, voilà, c'est pas indécent comme salaire, mais ça nous permet de vivre pour se préparer, pour ne pas avoir à travailler dur à côté, parce que tu finis ton stage, tu arrives le mercredi soir, t'es fracassé. Si en plus tu dois travailler à mort le jeudi, vendredi pour avoir un petit salaire en plus, c'est vrai que c'est pas viable pour te préparer dans de bonnes conditions. Si on revient maintenant, on est on a un petit peu dévié, mais c'était très intéressant justement de voir aussi cet aspect que tu as mentionné de la rémunération et de l'accompagnement, on va dire, dans le milieu du hockey des athlètes. Si on revient au JO, comment est-ce que tu imagines que ta participation au JO puisse rayonner ensuite sur l'avenir de ta carrière? Alors, les JO, c'est le Saint Graal, c'est l'accomplissement d'une carrière. En plus, il- en équipe de France, il y a une partie de l'équipe qui ont maintenant vers la trentaine, qui sont plus proches de leur fin de carrière que de leur début.
et de réaliser les JO. Pour eux, enfin, c'est le Saint Graal, je me répète, mais moi j'ai la chance de prétendre, je croise les doigts, je vais donner tout pour, mais de potentiellement les faire à 22 ans. Et ça doit être. Enfin, c'est le. Comment dire. Le focus tout 2024. Tout ce qu'on va faire va être dédié pour cet événement-là. Et on peut pas passer à côté. On peut pas. On a des objectifs et on peut pas passer à côté. Si on fait une médaille au JO, j'imagine même pas la répercussion qu'il va y avoir pour notre sport. Ça va être. Ça va être, peut-être que donc du coup les médias vont apporter peut-être de l'argent, ça va peut-être professionnaliser notre sport, ça va le démocratiser, il va y avoir beaucoup plus de licenciés qu'on a actuellement, on va changer de step quoi, on va passer à un autre niveau. Oui, effectivement. Donc il y a de réels enjeux derrière cette Oui. participation. Tu le mentionnes depuis un petit moment maintenant. Effectivement, autant pour la médiatisation que pour la reconnaissance auprès du plus grand public de ce sport. Bien. Est-ce qu'il y a des équipes des adversaires, donc des équipes au JO, qui t'inspirent ou qui te donnent envie de les affronter en tout cas? Alors, donc à la Coupe d'Europe, il y a eu deux équipes, en plus qui ont fini première et deuxième dans notre poule. Donc c'est les Pays-Bas et l'Allemagne. Mais mon premier match, ça a été contre les Pays-Bas à la Coupe d'Europe. C'était waouh, c'était vraiment un moment. Donc ma seule expérience, bon, c'était contre l'Australie, mais c'était en match de prépa. Faut bien le mentionner. Le niveau de jeu en match de prépa et en compétition, ça n'a rien à voir. Et l'expérience qui se rapprochait le plus, c'était contre l'Australie. En plus, j'avais bien joué, donc peut-être que j'avais pris un petit peu la confiance. La vache, quand je suis arrivé, mes premières minutes sur le terrain face aux Pays-Bas, ça a été alors, très impressionnant. On s'est mangé 5 ou 6-0. C'était pas un match facile et j'ai été très impressionné. Mais j'y crois en tout cas. Donc ces équipes-là, donc l'Allemagne, le score a été un petit peu moindre, mais on s'est pris une fessée quand même. Mais ces deux équipes-là m'ont vraiment impressionné et c'est ce qu'on va rencontrer aux Jeux Olympiques et c'est pour ça qu'on redouble d'efforts pour rattraper le niveau physique et technique de ce genre d'équipe-là. Bien, donc s'il y a une équipe à retenir, vraiment, pour toi, c'est les Pays-Bas. Très bien. Pour suivre, on va dire, dans le dernier volet de notre entretien, qu'est-ce qu'aujourd'hui, de manière générale, on peut te souhaiter en matière d'objectifs? Quels sont tes objectifs à court terme, on va dire, donc c'est-à-dire, on va dire jusqu'à fin 2024, donc il y a les JO. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux liés à ton club qui est le CAM ou même d'autres enjeux plutôt personnels? Est-ce que tu as d'autres ambitions dans d'autres domaines? Pour ce qui est du club, c'est de se requalifier pour le HL parce on s'est qualifié cette saison pour le HL parce qu'on a fini champion de France la saison dernière. Donc on s'est qualifié à la Champions League. Mais si je dis pas de bêtises, il n'y a aucun club sous le format qu'a actuellement le HL qui a réussi à passer le deuxième tour. Donc là, c'est les 16e, le KO16. Donc il y a 16 équipes. Et pour passer en KO8, il faut gagner 2 matchs. Et donc c'est 2 matchs à élimination directe. Et de ce que je sais, aucun club français n'a réussi à se qualifier. Donc du coup, fin 2024, donc il y aura, si on finit premier du championnat régulier ou premier du championnat de France, on se qualifie du coup pour le HL. Essayer de faire le maximum et essayer pourquoi pas selon le tirage. Parce que si on chope la meilleure équipe des Pays-Bas, par exemple Bloemendaal, on les chope, sur le tirage, on les joue au premier match. On sait bien qu'on y va pour l'expérience. On n'y va pas avec l'envie. On y va évidemment avec créer l'exploit, mais bon, voilà, il y a un monde, il y a même 2 mondes de différence entre nous et eux, donc on y va pour l'expérience. Mais selon le tirage, essayer de faire le maximum pour essayer de passer le premier tour de l'EHL. Et pour ce qui est d'équipe de France et individuelle, donc l'équipe de France performer au mieux et dans le monde idéal, essayer de choper une médaille pour les JO, ça serait alors d'ailleurs que j'y fasse partie ou non,
ça serait pour le hockey français, ça serait exceptionnel. Et pour ma part développer mon corps physiquement, d'essayer d'être au niveau des meilleurs joueurs mondiaux et voilà, d'être sélectionné, d'être parmi des 16 sélectionnés pour les JO. Bien, donc on a parlé un petit peu du personnel. Est-ce que tu as des... Alors, on peut aussi parler de professionnels en matière de hockey sur gazon, mais est-ce que tu as des rêves ou des ambitions que tu n'as pas encore réalisées et que tu peux réaliser, on va dire, à plus ou moins court terme, quoi? C'est vrai que le côté, je vais peut-être passer pour une pince, mais c'est normal. On se donne beaucoup tous les jours, et c'est vrai qu'en France, du coup, comme on l'a dit, c'est pas professionnel, en tout cas pour l'instant. Et il y a le championnat belge qui rémunère. Donc c'est pareil, c'est pas des milliers des cents, mais qui propose de rémunérer des joueurs. Donc évidemment, il y a plusieurs types. Il y a certains clubs qui proposent des voitures de fonction, des logements, un salaire. C'est vrai que quand tu es joueur français, maintenant, quand tu es joueur international français et que tu gagnes quasiment rien, quoi. Et c'est vrai que ça te donne envie. Mais après, je suis tiré des deux côtés par l'accrochement que j'ai pour le CAM et l'envie d'essayer une saison ou deux dans d'autres championnats pour essayer de gagner un peu mon argent et de vivre de ma passion sans bourse, vraiment de vivre avec un salaire. C'est vrai que ça serait un rêve qu'on pourrait avoir si on fait une médaille, enfin si le hockey est reconnu en France, et c'est pas le cas encore aujourd'hui. Et si on met un petit peu du coup l'œil dans le rétro, on va dire, euh, est-ce qu'il y a quand même des évolutions par rapport à avant pour le milieu du hockey? Est-ce que c'est quand même un petit peu plus connu des gens? Est-ce que par exemple, je ne sais pas si vous faites des portes ouvertes ici au CAM 92 pour donner, on va dire, de l'information aux gens? Est-ce que justement cette information-là, est-ce qu'il y a de l'information en fait qui va jusqu'à des personnes qui sont intéressées par le hockey, mais qui ne savent pas soit où trouver ces clubs? Bon, aujourd'hui, c'est quand même assez simple, hein. Si on tape hockey sur Internet autour de chez moi, on va trouver. Mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que, on va dire, début 2000 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que il y a quand même pas mal de changements qui ont eu lieu dans ce domaine? Je dirais que oui, évidemment, il y en a, mais donc par exemple au cas on propose des initiations à toutes les écoles primaires de Montrouge, mais c'est vrai, c'est pas tant. Alors évidemment, c'est pas connu, reconnu, mais en Île-de-France et dans le nord de la France, c'est pas là où il y a besoin de faire un réel boulot. C'est pas démocratisé, mais on commence à en parler. Alors, dans le sud de la France, dans les campagnes reculées, dans les petites villes, style. Enfin, je sais pas, mais il y a toujours des mots. À part l'île de France et le nord de la France, c'est pas assez reconnu et ça, faut les médias. Si on n'a pas les médias ou des joueurs ou des personnes dévouées qui créent des clubs un peu partout en France, ça va être c'est compliqué. Donc oui, il y a une évolution sur la réputation du hockey, mais enfin, on n'a pas passé un réel step depuis les débuts des années 2000, je dirais. Bien, donc d'après ce que tu nous as dit, du coup, on va dire la botte secrète pour pouvoir rendre un petit peu plus visible le hockey et notamment qu'il y ait des évolutions dans ce milieu-là. Donc ça passe par la médiatisation, mais aussi par le fait de développer des clubs un petit peu dans chaque recoin de la France, parce qu'aujourd'hui, tu nous le disais, c'est l'Île-de-France, la région Île-de-France et les Hauts-de-France, c'est ça qui Ouais, sont c'est ça plutôt c'est développés. le plus développé autour de Lille. Il y a le Polo, il y a Lambersart, il y a Douai, il y a Amiens qui est un peu en plus au sud, mais qui fait partie du nord. Il y a beaucoup de clubs qui évoluent dans la première et deuxième division française, donc élite et N1. Et après en Île-de-France, donc en plus en région parisienne, il y a le Racing Club de France. Je vais en oublier le CFP qui joue un peu plus au niveau amateur, mais donc le Racing, il y a Saint-Germain, le CAM, le PJB. Des clubs, il y en a. Mais après, mis à part les grosses villes, par exemple Lyon, Nantes, c'est pas assez reconnu. C'est pas assez reconnu.
Et toi, à ton échelle, aujourd'hui et à l'avenir, comment tu envisages, comment tu souhaites impacter ce monde du hockey? Alors, donc à mon échelle, c'est vrai, donc du coup du sud de la France, dans la région toulousaine, je suis, donc évidemment on n'est pas des dizaines de milliers, mais dans ma région, je suis le seul qui est percé entre guillemets dans ce sport-là. Donc pour les jeunes qui commencent le hockey, qui en font à l'Île Jourdain, ben, leur référence de oui, on peut, même si on vient d'un petit milieu, on peut réussir à performer, à faire du haut niveau et potentiellement faire les JO, même si on vient d'un endroit reculé où le hockey n'est pas développé. Je dirais que j'aime pas dire ça parce que j'aime pas me sentir et de me faire passer pour quelqu'un que je suis pas, mais on peut dire que je suis un exemple pour les jeunes du sud de la France, quoi. Et d'ailleurs, à ces jeunes-là aujourd'hui qui nous écoutent potentiellement, quels sont le ou les conseils que tu leur donnerais s'ils souhaitent justement se référer à ton parcours et se dire pourquoi pas moi aussi je pourrais devenir hockeyeur? Alors, je dirais déjà dans un premier temps qu'il faut absolument aimer ce sport parce que si on veut en faire notre métier, on veut faire notre passion, on veut en tout cas faire du haut niveau dans ce milieu-là, faut pas avoir peur de la charge de travail, que ce soit physique ou technique. On en bouffe tous les jours. Donc s'il y a un jour, tu te dis oh il fait un peu froid, j'ai pas envie d'y aller, reste au niveau amateur, tu t'amuseras très bien. Mais si en période de froid, il pleut, il vente, t'adores, t'as toujours le sourire, t'as envie d'aller, de progresser, tu t'arriveras que des bonnes choses et évidemment que tu viennes comme moi de l'île Jourdain ou que tu viennes de Montrouge avec un club juste à côté de chez toi, si tu as cette envie-là, tu pourras y arriver. En dehors du sport, est-ce qu'on peut te souhaiter de réussir dans d'autres projets? Alors, donc là, je me suis arrêté du coup sur un BTS. J'ai fait un début d'année en licence en promotion immobilière, donc dans le monde de l'immobilier. Après donc cette année, après 2024, donc post-JO, j'aimerais reprendre dans le monde de l'immobilier et j'aimerais commencer à faire carrière pour avoir aussi une sortie de secours qui est très importante parce que dans tout sport, que ce soit le hockey ou autre, il y a des risques de blessures, il y a aussi des risques de baisse de niveau, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Donc du coup, avoir une porte de sortie, c'est important. Donc c'est pour ça, à post-JO, je compte reprendre à minima à faire une formation et pourquoi pas reprendre les études pour un quelconque master ou quelque chose du genre pour avoir une sortie de secours. Super, merci pour tous ces apports au long de cet entretien. Donc on va passer maintenant à la dernière séquence où on va plutôt se pencher, comme je te le disais tout à l'heure, sur ton point de vue personnel. Le principe est simple, je vais te donner un mot sous forme de question et tu dois me donner la première chose qui te vient à l'esprit à laquelle tu penses lorsque ce mot va passer. Donc si je te dis enfance, à quoi tu penses? Je dirais sportive et joyeuse. Et si je te dis maintenant ok, Travail. bien, si je te dis l'île Jourdain, Je dirais parents, amis d'enfance. si je te dis victoire, Alors ça va faire pour les autres équipes, ça va faire prétentieux, mais je dirais Cam, si je te dis mission, JO, et si je te dis futur. vive de ma passion. Si nos auditeurs souhaitent te poser une question, en savoir un petit peu plus sur le hockey ou même sur ton parcours, est-ce qu'ils peuvent te contacter? Et si oui, sur quelle plateforme, réseaux sociaux? Alors le réseau où je suis le plus disponible, c'est sur Instagram. Donc c'est Lucas Monteco tout attaché. C'est très facile parce que des photos de profil qui parlent de hockey, il y en a pas, il y en a pas des milliers des cents. Donc le joueur qui a une crosse dans la main, donc c'est moi. Donc je suis disponible sur Instagram. Je répondrai à toutes vos questions. Merci beaucoup Lucas d'avoir accepté cette invitation et d'avoir apporté toute ton expérience mais aussi ta vision sur pléthore sujet. Écoute, on te souhaite et je te souhaite à titre personnel de réussir déjà ta première quête, on va dire, jusqu'en 2024, de participer au JO et puis je te souhaite aussi le meilleur pour l'avenir. Merci beaucoup.
Bravo, vous avez écouté cet épisode de Parole d'athlète jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, inspiré ou appris quelque chose. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Si vous souhaitez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retour, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Lucas Roguet ou via l'adresse mail suivante lucasroguet.paroledathlète@gmail.com. Je suis Lucas Roguet et je vous embrasse.